Bonjour à tous, c'est Petit Varrois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va pouvoir parler ensemble de cartes Pokémon. Parce qu'on est d'accord, qu'on soit joueur ou collectionneur, on porte une attention particulière à nos cartes Pokémon. Et on aime particulièrement ouvrir nos boosters. Mais la grande question que tout le monde s'est toujours posée depuis l'enfance, c'est comment sont conçues nos cartes Pokémon. Alors on va essayer de répondre ensemble aujourd'hui à cette question et on va pouvoir commenter une vidéo qui s'est retrouvée sur le net. La vidéo commence, donc je vais la commenter petit à petit. N'hésitez pas vous à marquer vos remarques également dans les commentaires, ça me fera plaisir. Je prends toujours un temps particulier pour lire les commentaires. Alors pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un laps de temps important entre le moment où on ouvre nos cartes dans notre booster et la création. En effet, il y a au minimum 1 an, voire 10 mois pour les séries les plus rapides, entre la conception des cartes et le moment où nous on va pouvoir les ouvrir. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que les cartes Pokémon à la base sont un jeu, le Trading Card Game Pokémon, et donc au tout début, la conception pour que ce jeu puisse évoluer, on a besoin de mouvements. Donc il y a les mouvements des supporters, des cartes objets, mais aussi des attaques des Pokémon qui sont conçues à la toute base. Ensuite, on va leur affilier un supporter, un Pokémon, et une œuvre d'art, si on peut dire l'illustration. Parce que l'objectif, c'est que ce jeu puisse évoluer dans ce qu'on appelle la méta, pour que les champions puissent continuer de jouer. Autre point intéressant, c'est qu'il y a un travail particulier qui est fait pour la structure des cartes, les cartes full art. En effet, chaque carte, si on peut dire, est un petit peu exclusive et donc travaillée. Il y a un travail qui est mis en place pour créer du relief, pour que la carte puisse être particulière. Donc c'est très intéressant et c'est entre guillemets ce qui va justifier la véracité de la carte. Ensuite, ils vont faire attention à l'alignement pour que les planches de cartes soient bien alignées et qu'elles soient identiques les unes aux autres, sachant qu'il y a une légère tolérance qui est permise. Une fois qu'ils ont créé les graphismes, l'objectif c'est que le Pokémon puisse être bien visible, mais également que le texte de la carte puisse être également bien visible pour les joueurs. Même chose pour le travail autour de ce qu'on appelle les cartes reverse. Ils font un travail minutieux pour que chaque carte reverse puisse bien ressortir. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a un travail de publipostage qui est fait pour que chaque carte puisse contenir le texte. En effet, en fonction des différentes langues, les joueurs ont besoin de lire le texte. Il faut qu'il y ait une traduction en mode équivalent pour que le jeu puisse continuer dans les différentes langues, mais également, il faut que tout le contenu puisse rentrer sur la carte. On va parler maintenant, si on peut dire, de l'art 7. Il y a un gros travail qui est fait de développement au tout début pour pouvoir travailler le nom de la série, mais aussi les illustrations. En effet, il y a plusieurs concepts qui sont mis en place, plusieurs propositions qui vont être étudiées, et ensuite il y a des validateurs qui vont valider, si on peut dire, l'art 7, ce que nous on appelle l'art 7, les différentes illustrations présentes sur les boosters. C'est exactement la même chose pour les cartes, et ils font appel à des illustrateurs connus. Ensuite, le nom de la série est choisi. Une fois qu'il est validé, il va falloir mettre en relief le nom de la série. Par exemple, ici, on voit que c'est la série Ultra Prisme, et il y a plein d'essais qui sont mis en place avant que le logo final soit choisi. Donc pour cela, il y a des designers qui vont faire des essais, différentes propositions, et ensuite ça va évoluer dans le temps. Vous voyez, ça défile les différentes plages, donc l'objectif c'est de déterminer la police, mais ensuite il faut la mettre en valeur, il faut également mettre en valeur avec des couleurs, pour au final associer le logo de l'extension avec l'extension finale. Donc là ici on a Soleil et Lune, Ultra Prisme pour nous en français, et on est d'accord, on comprend toutes les étapes qui ont dû être mises en place pour le logo. Une fois que le logo est choisi, il va falloir choisir également les Pokémon qui vont composer cet art set, donc les boosters, et il va falloir valider également les illustrations et mettre en relief, une fois que les illustrations sont sélectionnées, mettre en relief également la beauté des boosters.
Il faut également comprendre qu'il y a un gros travail qui est mis en place pour que chaque booster corresponde à un cahier des charges précis. En effet, il faut pouvoir lire le titre de l'extension, que c'est bien un booster de cartes Pokémon, ainsi que différentes choses qui vont apparaître sur chaque booster. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce travail ne se fait pas exclusivement pour les boosters de langue anglaise, mais il faut que ça corresponde à l'ensemble des langues d'impression qui existent aujourd'hui par Pokémon Company. Avant d'imprimer les différentes cartes, il va y avoir un autre travail qui va être fait pour pouvoir travailler sur chacune des cartes. En effet, il y a ce qu'on appelle une pré-impression qui est faite, différents essais qui sont mis en place pour pouvoir voir si chaque carte est mis en, si on peut dire, en relief et mis en avant par l'impression. Si les couleurs sont bien choisies entre ce qui a été conçu, ce qui a été prévu et ce qui ressort à l'impression. Donc il y a énormément de réglages qui sont mis en place, mais aussi des ajustements de taille de logo et de taille de caractère pour que ça puisse correspondre à la réalité. Donc il y a des essais qui sont mis en place et une fois que c'est validé, derrière il y aura l'impression qui viendra plus tard. Donc il y a un contrôle qualité exigeant qui est mis en place pour que chaque carte soit vérifiée pour l'état qu'elle offre, pour la lumière aussi également qu'elle dégage, et pour voir si l'illustration est correcte avant d'en imprimer tout simplement des milliers. Donc ce contrôle qualité est rigoureux. Ensuite, il va y avoir un essai de transfert d'image. On crée ce qu'on appelle des plaques d'impression qui vont nous permettre de gagner du temps sur les prochaines impressions. Donc ces plaques vont servir principalement à imprimer les autres milliers de cartes Pokémon. C'est un petit peu comme on pourrait dire un gros tampon. L'objectif c'est on travaille cette plaque d'impression et ensuite sur celle-ci vont être mises en place et imprimées les différentes cartes Pokémon. Il y a aussi un travail de laminage qui est mis en place parce que l'objectif c'est que chaque carte ait quasiment le même poids. Donc l'objectif c'est de travailler sur des feuilles de papier qui aient les mêmes correspondances. Donc il y a un travail de contrôle qui sont faits et ensuite il va y avoir un film, si on peut dire brillant, qui est déposé sur ces plaques de papier pour nos cartes qui sont holographiques, mais encore pour celles qui sont ultra rares ou secrètes. Et on arrive au papier maintenant. Il y a un gros travail qui est fait sur le papier pour qu'il puisse être mis à niveau. Donc il va être mis dans des presses pour qu'il soit bien aligné. Et ensuite, il va y avoir un énorme travail d'impression. On parle de plus de 26 millions de cartes Pokémon qui sont imprimées chaque jour. Donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc comment ça fonctionne l'impression pour les cartes Pokémon? C'est une double impression, c'est-à-dire qu'il va y avoir une impression recto-verso. Donc il y a des plaques au dos où on a notre texte où il y a marqué Pokémon qui est imprimé. Et ensuite il y a les illustrations qui sont imprimées en même temps sur le dessous, donc sur la planche. Il va y avoir donc des planches qui vont être faites pour les cartes communes, c'est celles qui sont le plus imprimées. Et ensuite il va y avoir le même travail pour les cartes peu communes, mais aussi pour les rares. Enfin il y a un travail plus particulier pour les cartes ultra rares, parce qu'il y a un énorme travail de contrôle qualité et on est sur un ajustement de couleur beaucoup plus restrictif, si on peut dire, beaucoup plus contraignant, parce qu'il y a ce qu'on appelle ce papier brillant qui est mis en place. Alors, dans le temps, vous avez vu sur la série Épée et Bouclier, on a les cartes V ainsi que les cartes VMAX qui ont été mises en place. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un alignement parfait. Donc le papier a changé depuis les cartes Soleil et Lune, on est sur une brillance différente maintenant sur les cartes V. Ensuite, il y a le contrôle qualité au niveau de l'alignement pour voir si on est sur la même couleur, pour voir s'il n'y a pas une atténuation aussi également des couleurs, pour que chaque carte puisse garder son aspect d'origine, comme c'était prévu, à la conception. Donc là, il y a une attention plus particulière qui est faite pour les cartes, ce qu'on appelle les cartes rares. Enfin, une fois que les planches d'impression ont été faites, il va y avoir un ajustement également et il va y avoir ce qu'on appelle les découpes. Donc les cartes vont être découpées tout d'abord, comme vous avez vu, en lignes
et ensuite elles vont être découpées sous forme de rectangles. Donc il y a un alignement important qui doit être fait entre toutes les planches pour pas qu'il n'y ait une grosse différence à la découpe, pour éviter ce qu'on appelle, nous, dans le jargon des cartes Pokémon, le miscut. Ensuite, elles arrivent sur des convoyeurs, et c'est là qu'on comprend qu'il y a une petite, des fois des petits accros qui sont faits. Heureusement pour nous, les cartes vont être contrôlées, une fois de plus, par un contrôle qualité, et elles vont être à nouveau redécoupées. Et il va y avoir les angles, ce qu'on appelle les corners, qui vont être taillés en dernier, et c'est pour ça que très souvent, quand vous prenez une carte Pokémon, vous voyez qu'il y a toujours des petits accros ou des petits points blancs au niveau des corners, parce qu'il y a un travail qui est fait. Donc vous voyez, il y a une réduction entre ce qui a été imprimé et découpé, il y a les côtés qui sont à nouveau redécoupés, et en dernier, il y a les corners. Donc regardez bien vos cartes Pokémon et vous verrez, il y a des petits points blancs, souvent, au niveau des angles. C'est ce qu'on appelle un petit défaut de découpe, parce que comme il y a 26 millions de cartes qui passent chaque jour, c'est énorme. Ensuite, les cartes vont être alignées, et elles vont être mises dans des cartons pour être envoyées vers un endroit où on va ensacher les cartes Pokémon. Alors que seraient nos boosters sans nos codes online? Pour les joueurs, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, personnellement j'en fais partie. Et vous voyez, chaque code online est imprimé, et ensuite il y a un contrôle qualité par une caméra infrarouge qui va scanner chaque code. Si le code n'est pas lisible au moment où la caméra passe, il est mis de côté par le contrôle qualité, et derrière, il n'arrivera pas dans vos boosters. Ensuite, ces codes, eux aussi, ils sont conditionnés dans des cartons pour être envoyés vers les ensacheuses, et c'est à ce moment-là où il va y avoir la mise en place des cartes dans les boosters. Tout d'abord, il y a une impression qui commence sur un papier aluminium pour imprimer directement le nom de l'extension et imprimer directement les boosters. Une fois que les boosters sont imprimés, ça va être conditionné sous forme de rouleau et ça va être mis en place dans une ensacheuse. L'ensacheuse, elle va recevoir les cartes Pokémon qui vont arriver également. Donc il y a énormément de réglages pour que les boosters puissent être imprimés et qu'il y ait le bon éclairage et la bonne lumière. Et c'est à ce moment aussi qu'il y a un contrôle d'humidité qui est fait parce que nos cartes gondolent. Donc les cartes sont réparties, il y a des cartes communes qui sont mises en place, les cartes peu communes, les énergies, ainsi que les reverse et les ultra rares, sans oublier le code online, et ensuite ça arrive dans l'ensacheuse, directement, nos cartes arrivent et elles sont mises sous le pli du booster qui est thermocollé, et ensuite il est découpé et mis en place dans les panneaux de display, et ensuite derrière, il y a un film plastique qui est mis dessus, ils sont conditionnés sous forme de carton avec l'étiquette qui dit combien il y a de display dans le carton, la langue. Ça, on connaît tous ce genre de carton, on en a tous déjà vu chez nos distributeurs préférés. Maintenant, on va parler des decks à thème. Et les decks à thème aussi, il y a un travail formidable qui est fait parce que tout d'abord, il faut concevoir le packaging du deck à thème, c'est-à-dire l'emballage ou le carton. Et il y a un travail d'impression important qui est fait, il y aura aussi un travail de découpe. Donc là, même chose, vous avez vu, il y a ce qu'on appelle d'abord la planche d'impression qui est créée, et sur celle-ci, vont être projetées les couleurs. Donc on voit bien la planche métallique qui est en place. Et derrière, on vient disposer nos planches de papier. Ensuite, elles sont contrôlées, alignées, imprimées, donc 1800 impressions par heure. Et ensuite, il y aura un découpage ainsi qu'un pliage pour que le packaging puisse correspondre à la taille des cartes. Et il va y avoir les decks à thème qui vont être composés. Donc anciennement, on appelait ça decks à thème, maintenant c'est des decks de combat. Donc il y a une construction des decks à thème qui est faite parce qu'il y a le même nombre de cartes exactement qui se retrouvent. C'est pas en aléatoire comme dans les boosters. Et ensuite, à la conception, il y a les petits emballages plastiques qui sont disposés manuellement, il y a la carte promo, il y a ensuite le deck qui est déposé, et encore sans oublier le jeton, ainsi que les marqueurs de dégâts et les marqueurs GX pour l'ancienne extension, ou le marqueur de combat V-Star pour les nouvelles extensions. Ensuite, le conditionnement se fait, et même chose,
4 decks de combat ou 4 decks à thème par emballage avec un plastique de protection et c'est conditionné en carton. Maintenant, nos cartes sont prêtes à être expédiées, elles vont rejoindre un entrepôt principal, un entrepôt qui ferait rougir n'importe quel collectionneur. Imaginez le nombre de millions de cartes qu'il y a dans ces cartons, et là on est d'accord, on aimerait tous pouvoir se perdre dans cet entrepôt et ouvrir à gogo un nombre de boosters indéfini. Donc il y a un énorme travail de logistique qui est fait par Pokémon Company parce que les cartes elles sont envoyées aux 4 coins du monde, et ce dans différentes langues. Donc pour les Européens, il faut savoir que nos cartes arrivent par cargo principalement, et ensuite elles sont envoyées vers nos distributeurs préférés, qui eux, par exemple Asmodée pour la France, qui eux vont ensuite dispatcher ça en fonction des petits indépendants, les petites boutiques de votre ville, ou alors les grandes surfaces qui sont présentes partout. Mais on imagine le nombre incalculable d'heures de travail qu'il a fallu pour que nos cartes arrivent dans nos mains, et on comprend que Pokémon Company fait un travail formidable pour qu'on puisse justement profiter pleinement de nos cartes Pokémon, que ce soit pour le jeu ou bien pour la collection. Voilà pour ce reportage qui n'est pas de moi, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, mais aussi à mettre un commentaire sur ce que vous avez plu, sur ce que vous aimeriez voir, et peut-être que moi vous aimeriez un jour visiter ce genre d'entreprise. C'est peut-être possible, qui sait, avec l'aide de Pokémon Company ou de Pokémon France. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, n'oubliez pas le petit like et on se dit à la prochaine.